Hola team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo super intéressante car je vais te donner 9 conseils stratégiques pour réussir à acheter 10 propriétés et ça en moins de 5 ans. Let's go, c'est parti. Avant toute chose, quand je parle de 10 propriétés, ça peut être 10 lots, ça peut être 10 immeubles de rapport, 10 appartements, enfin 10 projets, donc pas nécessairement 10 lots, ok? Pourquoi je précise cela ici? Car ça va dépendre de tes objectifs, mais aussi de ta situation. Les 9 conseils que je vais te donner vont juste te permettre d'aller au maximum au-delà de tes limites financières actuelles. Premier conseil très important, garde au maximum ton 9-17, 9-18, enfin ton 35 heures, voire plus si c'est le cas, pour avoir une situation qui est la plus stable possible. Quand tu as un revenu qui est stable, ou en tout cas récurrent, tu vas pouvoir faire du levier, tu vas pouvoir faire des prêts bancaires tout simplement. Si tu es en couple, c'est important que tu maximises aussi tes revenus avec cette personne car vous allez potentiellement investir à deux. Si tu peux même essayer de développer et augmenter ce revenu, ça ne sera que mieux et que facile pour faire du levier. Évidemment, on a un revenu, on a un salaire. Maintenant, il va falloir apprendre à gérer et à prévoir. Ici, il va falloir que tu apprennes à budgétiser et à t'y tenir. Plus ton revenu est haut et plus tu as de choix, mais en même temps, plus tu peux faire du levier, donc plus il faut finalement quand même contrôler ses dépenses. Quand tu as un revenu qui est assez bas, tu es obligé de contrôler tes dépenses pour faire du levier et mieux tu le feras et plus tu le feras et plus ce sera facile pour toi. Pour trop de personnes qui pensent court terme, réfléchis quand même sur le moyen terme car tu verras quelques mois et quelques années font toute la différence. Deuxième conseil, l'effet de levier. On va financer son projet du coup en totalité. Je t'ai parlé de prêt bancaire, l'idée c'est de faire tout financer et cela au maximum possible. Que tu sois salarié avec petit salaire ou gros salaire, ou même un gros entrepreneur à succès, je t'invite à faire du levier. La dette est bonne, il faut l'utiliser, tu vas maximiser ta capacité financière. En plus, ça va préserver tes liquidités potentiellement pour d'autres opportunités. Troisième conseil, utilise le house hacking. Tu vas acheter ta première propriété comme résidence principale. Alors, c'est pas un conseil que je donne, mais là, c'est un peu particulier. En fait, cette résidence, tu vas par exemple, la diviser. Tu vas habiter une partie, l'autre partie sera louée. De cette manière, tu vas diminuer tes dépenses tout en augmentant ton revenu. Alors, l'idée, c'est de faire à ce que le revenu soit suffisant pour rembourser la dette contractée et même générer du bénéfice. De cette manière, tu as un reste à vivre qui est encore plus important et tu peux à nouveau augmenter tes capacités financières sur le court et le moyen terme puisque tu auras plus d'épargne et peut-être du coup un futur apport sur un second projet. En plus de cela, le fait d'acheter une résidence principale sur un premier investissement, donc je parle bien dans l'idée d'investir avec la stratégie de house hacking, va te permettre de négocier facilement avec la banque les conditions car c'est plus facile d'avoir un crédit en résidence principale en France que du locatif. Attention, tu vas être potentiellement limité sur le projet, mais si tu as des questions, n'hésite pas, j'y réponds. Donc soit tu fais de la division pour faire du house hacking, mais tu peux aussi louer une partie de ta maison. Tu peux louer une chambre à un étudiant, par exemple. Tu peux louer aussi des dépendances, un garage pour un groupe de musique. Il y a plein de possibilités, en tout cas. Il faut aller chercher le minimum, le remboursement du crédit. Si tu es en dessous, ça peut être un peu problématique, quoique ça peut être un premier step assez intéressant. Quatrième conseil, en fait, c'est je crois le plus important, celui que je conseille le plus, donc fais très attention à ce conseil, achète des biens à fort rendement. L'idée, c'est d'opter pour un projet le plus rentable possible, surtout sur ton premier investissement. Car ton premier investissement, c'est un peu le bilan que tu vas donner pour les futurs. On va voir ce que tu es capable de faire. Si on voit que tu es déjà un petit peu en déficit, par exemple, ça va amoindrir ta situation financière, déjà pour commencer, mais en plus, ça va donner moins confiance aux banquiers pour te financer d'autres projets. Donc, il faut maximiser cet exemple pour pouvoir l'utiliser comme un avantage et non pas comme un inconvénient. Cinquième conseil, investir via une société. Créer une société afin d'investir en immobilier, ça va avoir beaucoup d'avantages et aussi quelques inconvénients qui sont importants à comprendre. Je vais faire une vidéo sur ça particulièrement, donc let's go t'abonner. Je poste des vidéos tous les mercredis et les dimanches, donc je t'invite à checker la prochaine vidéo pour avoir plus d'informations sur ce point. Sixième conseil, la revente d'une résidence principale. On va utiliser l'exonération fiscale ici. Alors, attention, on va commencer par un premier step. Je vais t'inviter à acheter une résidence secondaire, donc une résidence locative, un bien que tu mets en location. Tu vas le mettre en location, entre-temps, ça va se louer, donc la location va commencer un petit peu à rembourser et aussi de générer du bénéfice. Mais tu vas réaliser ce projet dans l'optique de le revendre. Là, évidemment, tu vas avoir de l'impôt sur la plus-value, mais justement non, car tu vas utiliser cette plus-value pour acheter ta résidence principale.
De cette manière, tu vas être exonéré d'impôts. Tu es donc maintenant avec ta résidence principale, laquelle tu vas habiter, puisqu'on parle bien de résidence principale, donc il faut bien habiter dedans, ok. Tu habites dans cette résidence et quelque temps un peu plus tard, tu vas la revendre avec plus-value, à nouveau exonéré d'impôts, puisqu'on ne paye pas d'impôts sur la revente d'une résidence principale. Alors attention ici, on peut qualifier ça comme abus de droit si tu fais ça à chaque fois. L'idée, c'est pas de le faire constamment, parce qu'ils vont considérer que c'est plus de la résidence principale, mais bien quelque chose de commercial, donc tu vas devoir payer des impôts dessus, mais de le faire peut-être une fois pour avoir plus d'encaissement, plus de trésorerie, et ça peut te débloquer des situations pour faire du levier. Ce n'est pas forcément la première chose à faire, tu peux le faire en cours du processus, donc faire un premier projet, un second et utiliser le premier ou le second pour faire ce que je viens de t'expliquer. 7e conseil, le co-investissement immobilier. Une société va être co-investisseur. Elle va acheter avec toi, sauf qu'elle va mettre du cash sur la table, cash que toi tu n'as pas du coup à mettre. Comme elle va mettre un peu d'argent sur la table, ça va baisser ta mensualité bancaire, ce qui va te permettre de faire plus de cash flow et donc d'enchaîner assez facilement les projets. Elle ne va pas toucher les loyers. Toi, tu vas avoir le revenu locatif, ok, donc avec une dette moins importante, donc plus de bénéfices. Mais la société va avoir seulement des parts, des pourcentages du bien. 8e conseil, la vente à terme, le crédit vendeur. Alors, comment ça se passe un peu? Quand tu fais du levier, tu vas voir la banque, tu lui demandes un crédit, tu finances le bien que le vendeur a vendu pour l'acheter tout simplement et pouvoir le louer derrière. Mais il peut s'avérer que le bien est un petit peu trop cher, que tu es un peu coincé, mais tu as quand même envie de signer dans l'immédiat. Encore une fois, on a plein de stratégies pour éviter d'être bloqué, mais ça peut être une situation justement pour dépasser ce blocage. Comment? Tu vas faire un bout de crédit à la banque pour financer une partie, ok, au propriétaire vendeur, mais tu vas aussi négocier une mensualité directement avec le vendeur. Plutôt que de payer 100% d'un crédit à la banque, tu vas payer un pourcentage à la banque et un pourcentage au vendeur directement. Quand tu payes la banque, il y a un intérêt. Quand tu payes le propriétaire, il n'y en a pas, mais savoir en négociant avec lui. Donc, tu peux aussi payer un petit peu à la hausse, par exemple, le prix de vente avec le propriétaire. Ça peut être super intéressant et ça ne constitue pas une dette bancaire. 9e conseil, faire un prêt à une personne que tu connais et qui a les fonds. Tu vas contractualiser du coup la dette, mais ça ne va pas constituer une dette bancaire. Donc, tu vas, par exemple, pouvoir récupérer un apport potentiel sur un projet de cette manière, en remboursant donc pas forcément 100% à la banque, mais une partie aussi à cette personne qui t'a fait un prêt. Ça peut te permettre aussi d'avoir une épargne et donc d'être rassurant pour le banquier. Ok la team, j'ai fait le tour des 9 conseils que je voulais t'évoquer. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Comme d'habitude, j'y réponds. Se former en investissement immobilier, c'est assez important car on peut faire des erreurs, mais surtout on peut être mal conseillé, que ce soit par un conseiller d'ailleurs, ou par une personne de notre entourage, par exemple. On peut ne pas savoir par quoi commencer. Si c'est ton cas, je t'invite à regarder directement en description. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi. Et je te dis à la semaine prochaine car je partage tous les mercredis et tous les dimanches. Sur ce la team,